Une sonde fonctionne comme une chauve-souris. La chauve-souris, aveugle, a besoin de se constituer une image de son environnement. Elle envoie des ultrasons, c'est-à-dire des sons qui ne sont pas audibles par l'homme, supérieurs à 15 kHz. Ces ondes sonores, elles vont toucher des objets et se réfléchir en revenant au cerveau de la chauve-souris, ce qui va lui donner accès à une cartographie précise de son environnement. Comme je vous l'expliquais, les fréquences perçues par l'oreille de l'homme se situent entre 20 Hz et 20 000 Hz, alors que les ultrasons d'un échographe sont bien plus élevés. Ils sont entre 1 MHz et 50 MHz. L'échographie fonctionne sur ce modèle. Pour produire des ultrasons, la sonde émet un courant électrique. Ce courant électrique traverse les cristaux piézoélectriques qui entraînent des vibrations qui résultent en la création d'ultrasons. Le faisceau d'ultrasons va à son tour rencontrer des objets, des cibles, qui vont entraîner une réflexion de ce faisceau vers les cristaux, qui sont donc émetteurs et récepteurs, et qui vont, eux, permettre de produire une image qui est l'image sur l'écran. Revenons à l'onde. L'onde sonore, elle se caractérise par une longueur et par une amplitude. Elle est longitudinale. La fréquence, c'est le nombre de cycles, c'est-à-dire de longueurs d'onde, par seconde. Donc un cycle sur une seconde, ça donne 1 Hz, et 10 cycles sur une seconde, ça donne 10 Hz. L'onde, elle se propage en rencontrant un milieu matériel élastique et déformable. Cela signifie qu'elle ne peut pas se déplacer dans le vide. Elle a besoin d'un support, que ce soit un tissu, de l'air ou de l'eau. Elle va déformer localement le tissu en entraînant des oscillations des molécules autour de leur position d'équilibre. Pour produire une image, il faut, comme on l'a vu, des obstacles. Eh bien, le faisceau va rencontrer deux types d'obstacles. Le premier type d'obstacle, ce sont des cibles de petites dimensions, par exemple des cellules au sein d'un parenchyme, et cela va donner une image granuleuse. Le deuxième type, c'est des interfaces. C'est les limites qui séparent les organes. Et ces limites vont apparaître hyperéchogènes, comme une ligne blanche. En heurtant ces obstacles, l'onde, elle subit différents phénomènes et les rayons retournent à la sonde qui les enregistre et émet une image sur l'écran. La sonde émet une onde incidente. Cette énergie acoustique traverse la peau, le gel, puis progressivement les différents tissus vers la profondeur. On dit que l'énergie acoustique est transmise. Elle permet d'obtenir les images situées en profondeur. Cependant, ce faisceau va perdre en énergie, soit parce que l'énergie va être dispersée, soit parce qu'elle va être déviée par plusieurs phénomènes qu'on reverra plus loin. On dit que l'énergie est atténuée, avec une décroissance exponentielle. La fréquence, elle aussi, va avoir un impact important sur l'atténuation. En effet, plus la fréquence augmente et plus l'énergie est atténuée, par diffusion et absorption. D'où une mauvaise visualisation en profondeur pour les fréquences élevées. Pour résumer, les fréquences les plus hautes, c'est-à-dire quand on a des sondes linéaires, ne pourront être utilisées que pour les structures superficielles, alors que les fréquences basses, dans des sondes convexes, permettront d'explorer les organes ou des tissus plus profonds. Pour retenir, la fréquence, c'est comme une arme à feu. Une mitraillette tire 1000 coups à la seconde, mais les balles sont courtes, alors qu'un bazooka tire un coup par minute, mais il permet d'atterrir beaucoup plus loin. Nous allons voir maintenant les différents phénomènes qui diminuent l'énergie acoustique. Lorsque l'onde incidente arrive à une interface, elle subit deux phénomènes, la réflexion et la réfraction. En ce qui concerne la réflexion, il s'agit du retour du faisceau avec un angle équivalent à l'onde incidente, un peu comme une balle de tennis qui rebondit au sol. Aussi, pour bien visualiser une interface, il faut que l'onde arrive avec un angle droit avec cette interface. D'où la nécessité de faire de l'anisotropie, c'est-à-dire le roulis de la sonde, qui permet de mieux visualiser une interface qui ne serait pas complètement parallèle à la peau. En ce qui concerne la réfraction, lorsque l'onde passe d'un milieu à l'autre avec des vitesses différentes, l'onde est déviée, sauf si l'onde incidente arrive parfaitement perpendiculaire à l'interface, auquel cas il n'y a pas de réfraction. Lorsqu'elle arrive sur une cible de petite dimension, cette onde subit une diffusion et diffraction. En effet, une cellule de petite taille par rapport à la longueur d'onde est réfléchissante et génère des ondes dans tous les sens autour d'elle. On appelle cela aussi un bruit d'interférence et cela donne sur l'écran le speckle, c'est-à-dire le granité, le grain du parenchyme. Quelle que soit l'incidence de l'onde qui arrive sur la cellule, la diffusion est la même, donc l'image du parenchyme est identique, quelle que soit la manière dont vous disposez la sonde sur le patient. Les ondes peuvent enfin être absorbées par les tissus. Ce phénomène est lié à la transformation de l'énergie mécanique en chaleur par des phénomènes de friction interne lors de l'oscillation des molécules. Revenons à la notion d'interface. Imaginez une interface qui sépare deux tissus.
Ces tissus ont une composition, une densité et une élasticité différentes qui influencent la vitesse de propagation de l'onde. La vitesse moyenne dans les tissus, elle est de 1540 mètres par seconde. Un tissu a aussi une résistance à la propagation de l'onde. C'est ce qu'on appelle l'impédance Z. En soi, cela a peu d'impact, sauf au niveau des interfaces, et d'autant plus que les tissus ont des impédances différentes. La règle est la suivante. Plus les impédances sont voisines et plus l'intensité réfléchie au niveau de l'interface est faible. Imaginez deux tissus d'impédance proches, Z1 et Z2, et deux autres tissus d'impédance très différentes, Z3 et Z4. Dans le premier cas, l'onde incidente va être majoritairement transmise. C'est le cas, par exemple, pour les tissus entre le foie et le rein. Dans le deuxième cas, l'onde incidente va être presque totalement réfléchie. Ce sera le cas pour des interfaces entre l'air et n'importe quel tissu. Par exemple, la nécessité d'utiliser un gel échographique d'impédance voisine de la peau pour éliminer le film d'air entre la sonde et la peau. Ça va être aussi le cas pour l'os et on va avoir cette impression qu'il existe une barrière infranchissable au-delà de l'os ou au-delà de l'air.